Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir, après 3 ans de discussion, 4 ans de discussion, 2 ans, je sais pas de quand ça date, de recevoir Romain Sabatier, qui est directeur e-commerce et omnicanal chez Etam. Salut Romain, ça va ? Hello, ça va et toi ? Ça va bien. Je crois que tu es rentré en contact avec moi à la suite de l'écoute du panier il y a quelques années. J'ai creusé, je me suis dit, putain, il doit avoir des trucs intéressants à raconter. C'était le cas, je t'ai invité à plusieurs reprises et t'as enfin accepté. Je pense que c'est après l'épisode de We Are Jolly. Question de timing, ouais. Question de timing, c'est ça. De venir me raconter ce que tu fais, ce que tu as fait surtout chez Etam et au groupe Etam. Puisque Romain est arrivé d'abord pour le groupe Etam, dont tu vas nous parler dans un instant, qui est un groupe familial qui a 5 marques très connues, avec Etam évidemment, mais d'autres aussi. Qui est un accélérateur qui accompagne quelques startups dans leur développement, dans leur croissance. Donc, tu es arrivé au groupe pour gérer le clienteling et le ship from store en cross sur les différentes marques, et tu viens de passer sur la marque Etam à plein temps, enfin full. Il y a presque un an, quand l'épisode sera sorti en mars 2023, pour gérer du coup le e-commerce et l'omnicanalité. Parmi les grands sujets que tu as traités, dans l'omnicanalité, en tout cas, il y a le sujet du clienteling. Tu vas nous expliquer ce que c'est. J'ai jamais fait d'épisode sur le sujet. Et c'est un sujet qui est passionnant. Nous, on avait fait une mission pour Dior de clienteling, justement, mais qui était assez limitée par rapport à ce que vous avez fait chez Etam, qui est assez dingue. Tu vas me parler de Ship from Store. On va parler du présent, du passé, du présent et de l'avenir, de l'omnicanalité, du retail, de ce qui se passe dans un magasin. On va parler d'innovation, de ce que vous faites chez Etam, évidemment, mais de ce que tu vois aussi et qui se passe ailleurs. On va parler un peu de la stack technique, parce qu'il y a une stack assez complexe, vous faites presque tout en interne, et ça c'est intéressant, ça vous permet beaucoup d'agilité et de mener des innovations qui sont d'ailleurs le fer de lance de Laurent, le fils ou petit-fils du... C'est le fils de Pierre Melchior et c'est actuellement le PDG du groupe. Le PDG du groupe. Voilà, ça nous fait plein de beaux sujets. Salut Romain, c'est cool de te voir ici. Je suis très heureux. Raconte-moi un peu peut-être le groupe Etam, pour ceux qui ne le connaîtraient pas dans son ensemble, et puis la marque ensuite. D'ailleurs, la marque avant le groupe. Ce que je trouve drôle, c'est que tout le monde connaît la marque Etam principalement et le groupe Etam, et finalement, c'est assez méconnu dans son histoire et dans tout ce qui s'est passé. C'est un groupe qui a plus de 100 ans, déjà très peu de gens le savent. C'est un groupe aujourd'hui où la plus grosse marque, c'est bien sûr Etam, mais il y a aussi Undies qui est sur un positionnement un peu plus pré-ado, on va dire. Il y a la marque Maison 123 également, et tu as 2 plus petites marques qui s'appellent Livy et Isée, qui sont des marques de lingerie également. Qui composent du coup les 5 marques du groupe. Etam, Undies, Livy, Isée et Maison 123, les 5 marques du groupe. Et en plus, à côté de ça, l'accélérateur qui accompagne des marques comme We Are Jolly, super épisode que je vous recommande d'écouter, que j'ai reçu récemment. Et d'autres marques, on parlait d'Eline en préparant l'épisode, d'autres startups que vous accompagnez. Exactement, qui vient de rejoindre le programme du coup on a un incubateur en interne qui s'appelle le We Are Lab, et ça fait partie des boîtes. Donc alors c'est pas une marque de lingerie, c'est une boîte. Ça fait vraiment partie de l'écosystème de start-up qui est hyper intéressante sur la partie e-commerce à suivre. Et du coup, on essaie de créer de plus en plus de partenariats comme ça, où si on réussit à les accompagner, on en est hyper heureux, sans forcément vocation de travailler directement avec eux, mais en tout cas, c'est des projets qu'on aime suivre. We Are Lab, W-E-D-A-R-E-L-A-B, We Are Lab, et la marque c'est Eline, E-L-Y-N. J'ai parlé à Mehdi il n'y a pas longtemps, qui me faisait une démo du produit, c'était assez hallucinant. Son produit, l'objectif du produit, c'est de réduire le taux de remboursement, le taux de retour, et d'accompagner les clients qui ont un sujet. C'est un gros sujet pour beaucoup de e-commerçants. Ouais. Parle-moi un peu du groupe Etam, de l'histoire d'Etam peut-être. Du coup, c'est un groupe qui a plus de 100 ans. Moi, ce que j'aime retenir sur le sujet, c'est je pense vraiment qu'on a la chance d'avoir un positionnement, comme je te disais tout à l'heure, vraiment de mass market, et en même temps limite, c'est une marque culturelle parce que tout le monde la connaît en France notamment. Et du coup, on peut se permettre plein de choses du fait de ce positionnement. On peut se permettre de prendre des risques et de lancer plein de choses, de les tester. Et surtout, on a une énorme proximité avec nos clientes parce que historiquement, on maîtrise notre réseau de distribution. On a l'habitude d'être en contact direct avec elles. Et ça, dans tout le développement des projets, c'est hyper important parce que ça permet de rester hyper terre à terre et surtout d'être certain que ce qu'on propose à notre cliente, c'est pertinent et que ça fait sens dans ce qu'elle attend. Donc c'est un groupe hyper intéressant pour ça. Moi j'ai commencé côté groupe, et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que le positionnement de nos marques est très différent. Donc quand tu travailles côté groupe, et on va en parler après sur le clienteling par exemple, tu vas switcher entre des marques comme
comme Undies où finalement sur la partie clienteling est assez peu attendu, versus une marque comme Livy qui est beaucoup plus haut de gamme, où il y aura beaucoup plus d'enjeux d'accompagnement ultra personnalisé, etc. Donc finalement, de réussir à faire du clienteling dans un contexte de masse, c'était ça le gros enjeu de mon poste quand je suis arrivé. Et quand je dis contexte de masse, c'est de trafic de masse. On a en gros une cliente qui rentre dans un de nos magasins toutes les 2 minutes. Donc ça commence à faire vite du monde. Et du coup, tout l'enjeu, c'est c'était à l'époque comment... historiquement, on a du personnel qui est là en magasin, des hôtesses de vente qui sont là pour te conseiller, pour t'accompagner. Comment on leur permet d'aller plus loin dans ce qu'elles proposent aux clientes qui viennent tous les jours dans leur magasin. Et comment est-ce qu'on pense ce virage digital ou virage de l'innovation qui est dans le textile et la mode difficile, que beaucoup, en tout cas, ont eu du mal à prendre. C'est un groupe familial. C'est vrai que je suis rentré dans le vif direct, tu vois, j'ai pas vraiment répondu à tes questions. Non, c'est ça. Un groupe familial fondé il y a une centaine d'années, tu l'as dit. Avant Covid, on parlait presque d'1 milliard. Quelle est la part du digital là-dedans ? Ça dépend comment on le compte, mais si on prend vraiment que la partie digital, e-commerce et marketplace pur, c'est aux alentours de 15%. Ouais. Ok, donc c'est fat. J'imagine que j'allais dire la vache à lait, c'est moche dans le monde de la lingerie et de la dentelle. Le vaisseau mère, le vaisseau amiral, c'est la marque Etam. Aujourd'hui, 1400 points de vente, c'est ça ? Au global du groupe. Au global du groupe pour toutes les marques dans tous les pays. À peu près, ouais. Ok. Et une présent dans plus de 50 pays. 50 pays, j'avais noté 15. Tiens, une question tout à fait que j'avais pas prévue, mais je te la pose. Tu parlais de Dundies qui est pré-ado-ado, tu parles d'Etam. Question marché, quelle est la part ou la croissance ou l'importance qu'on donne aux culottes menstruelles dans le groupe ? Tu le sais ? C'est pas vraiment ton sujet, mais... Si, ça a été un des gros sujets de ces dernières années, où c'était un produit qui était relativement nouveau et en plus un effet où ça a très vite décollé, sachant qu'il n'y avait pas que la culotte menstruelle, aussi on a fait du maillot de bain menstruel et des produits comme ça. Et en fait, ça va aussi être régulé. Alors, je ne sais pas t'expliquer exactement quelle va être la régulation, mais ça va être proposé en pharmacie aussi. Donc, la distribution va s'élargir. Mais chez nous, notamment en ligne, ça reste un des produits. Tu en es en train de faire le bilan de l'année 2023 sur les best produits de l'année 2023. La culotte menstruelle est dans le top 10 en termes de quantité vendue. En termes de quantité, ouais. pas seulement de progression. De quantité vendue. Donc, ça reste un très gros marché. Okay, et un produit hyper... qui est bien à l'image du groupe, c'est-à-dire que c'est un produit technique qui demande un savoir-faire pour la faire correctement. C'est exactement comme un soutien-gorge. Et du coup, c'était assez naturel qu'on soit parmi les premiers à se positionner dessus. Ok, intéressant. Si on parle du groupe, il faut parler aussi d'innovation, parce que c'est porté fort par Laurent et d'une approche, d'un paradigme qui est un peu de test and learn. Moi, c'est aussi pour ça qu'au-delà du positionnement qui nous permet de prendre des risques aujourd'hui, que moi j'adore, et c'est exactement pour ça que je suis ici, c'est qu'il y a une vraie culture de l'innovation. Et ce que je te disais dans l'intro, c'est pas du flan. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'innovation technologique ou de ce qu'on veut, je te prends juste l'exemple d'Undies que tu as cité. Marque qui est 15 ans l'année dernière, qui vient d'avoir 15 ans en gros, monté 100% en interne. C'est une histoire, c'est de l'entrepreneuriat pur de 4 ou 5 filles qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit en fait il y a un marché à repenser, avec des positionnements de marques de lingerie qui n'existent pas aujourd'hui. Comment on fait ça ? Et de ça est né Undies, par exemple. Tu peux me donner un ordre de taille des marques dans le groupe ? Sans rentrer dans le détail des chiffres qu'on n'a pas forcément, mais... si tu veux, c'est Etam la plus grosse, ouais. Undies, Maison 123 et Livy et Easy ensuite. Okay. Mais Livy, qui est un très bon exemple également, qui a une création interne. Comme Undies. Exactement. Ok, hyper intéressant. Toi, tu avais une marque avant de rentrer chez Etam. Ça s'appelait Sans Nom. Exactement, ouais. Raconte-moi un peu. Moi, je me marque suis... textile, mode. Exactement, vous avez du vêtement technique. En fait, notre kiff, c'était vraiment ça, c'était de se dire, on a commencé par du simple t-shirt, comme beaucoup le font. On était encore au lycée quand on a démarré, avec un associé à moi qui s'appelle Johan, à qui je passe bien sûr le bonjour, qui travaille chez Lacoste aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous êtes restés tous les deux dans la maille. On est resté dans la maille, ouais. On échange pas mal de trucs. J'ai l'impression d'avoir 2 carrières en parallèle, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois. On est resté hyper proches et j'ai toujours l'impression de mener les deux. Des fois, j'ai l'impression de bosser chez Lacoste parfois, tu vois, tellement on a deux. On a commencé ça quand on avait 16 ans au lycée et en fait, très vite, on a voulu faire du vêtement technique, donc en travaillant des matières type Gore-Tex, etc. Et avec un positionnement plus mode, on va dire.
Et la stratégie à l'époque, elle était absolument pas digitale, c'est ça qui est drôle. C'était vraiment, en gros, on faisait 10% de notre chiffre d'affaires en ligne, et après tout le reste, c'était du wholesale, parce qu'on se disait, si on veut être crédible en tant que petite marque qui se monte, il faut qu'on soit distribué par les meilleurs et par les distributeurs et les boutiques les plus crédibles dans le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on a commencé à bosser sur le marché français, très vite au Japon, parce que c'était les meilleurs en termes de vêtements techniques et surtout en termes de distribution retail. Enfin, je ne sais pas si tu es déjà allé au Japon, mais c'est un des marchés qui est hyper, hyper intéressant et en termes de services, de plein de choses, c'est quelque chose à voir. Et en fait, en étant distribué au Japon, ça nous a donné une crédibilité en Europe pour se développer ensuite en Europe. C'est ça qui est drôle, c'était ça la passerelle. Ok, intéressant. Tu l'as poussé loin, cette marque ? Bah, ça a duré 7 ans quand même, ouais. Ouais. Ça a duré 7 ans et on a fait de plein volume de d'erreurs. chiffres On a fait en gros 1 petit million. Donc ça restait petit. Mais là où ce qui était drôle, c'est qu'on a tout découvert en avançant. Donc si tu veux, sur du vêtement technique, où à la fin on se retrouve avec des zips qui venaient de Suisse, de la matière du Japon, confection à Saint-Malo, les suites au Portugal. Le truc, c'était devenu complètement fou et on a adoré faire ça. Et je le dis, on a fait des très bons produits. Il reste du stock, qui sortent un peu cher, mais très bons produits. Ok. Il reste du stock ? Dans le garage chez ma mère, ouais. Dans le garage chez ta mère. Elle m'en a encore parlé là. C'est marrant parce que le sportswear de ville est en explosion depuis 10 ans et je crois que je dois avoir 3 collaborateurs aujourd'hui au bureau qui ont des Salomon de trail, mais pour tu vois, pour tous les jours, quoi. Et je dois avoir quelques autres employés aussi qui ont des t-shirts techniques mais qui se portent. C'est Sigal d'ailleurs que j'ai reçu sur le panier qui fait un peu ça, dont le positionnement est un peu là-dessus, du vêtement technique, en tout cas des matières techniques, mais pour la vie de tous les jours parce que c'est bien. Il faut que je l'écoute. Voilà, il est pas mal. Sigal, ça s'écrit Seagale, je vous le recommande, chères auditrices, chers auditeurs. Et donc tu fais ça sans nom pendant 7 ans quand même. Ouais. Avant d'arriver au groupe Etam. En parallèle de mes études, ouais. En parallèle de tes études. Où à l'époque, d'ailleurs, j'étais incubé, c'était le début de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat comme on le connaît aujourd'hui, parfois un peu caricaturé, de la Startup Nation, etc. Mais à l'époque, moi, je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais incubé à l'université Lyon 3, qui avait un super incubateur. Et je me rappelle être arrivé dans ce truc, j'avais jamais entendu le mot d'entrepreneuriat, alors qu'on avait déjà monté sans nom depuis 2 ans et qu'on avait vraiment lancé, qu'on commençait à bien marcher. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai organisé mes études en parallèle de la boîte. Donc, master en entrepreneuriat, des choses comme ça, où je faisais les alternances dans ma boîte. Donc voilà, de fil en aiguille, on a bien développé ça. Et après, le destin m'a amené chez Etam. Ouais. Ok, avec 2 principales missions pour commencer, c'est ça, le clienteling et l'omnicanalité. Pourquoi on te confie l'omnicanalité ? Qu'est-ce que tu sais de l'omnicanalité après ton expérience ? Alors en arrivant chez Etam, je te confirme, j'en savais rien du tout. Je pense que j'ai dû dire à l'entretien que je savais ce que ça voulait dire, mais c'était comme l'entrepreneuriat quand je suis arrivé à l'incubateur, si tu veux. Non, j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais rencontré des personnes chez Etam, en l'occurrence, où je m'étais dit, Etam, je suis pas sûr que ça m'inspire énormément, parce qu'en l'occurrence, j'ai jamais porté de lingerie en plus. Mais... Excuse-moi. Vas-y. Mais j'avais rencontré des personnes à l'époque où je m'étais dit putain, ça a l'air pas mal. En tout cas, ils ont l'air hyper intéressants et de bosser avec eux, je pense pas que ça puisse me desservir, au contraire. C'est comme ça que ça m'a amené, que j'ai été recruté. Et oui, effectivement, les 2 projets principaux, les postes autour de l'omnicanalité n'existaient pas encore vraiment. Et c'était le début de ça, dans le sens où historiquement on a un groupe de retail et qu'il y avait un vrai enjeu de réconcilier tout ce qui se passait sur la partie digitale pure qui prenait de plus en plus de poids et de la réconcilier avec le réseau retail historique qui lui marchait toujours très bien et qui était toujours en expansion d'ailleurs. Et donc autour de ça, la mission elle s'est articulée dès le début en fait autour de 2 projets majeurs, on va dire. Il y avait toute la partie clienteling avec les outils qu'on met à disposition de nos vendeuses pour aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement qu'on propose à nos clientes. Et un deuxième projet qu'on appelle Ship from Store en interne, qui était vraiment de dire comment les magasins deviennent préparateurs de commandes e-commerce pour permettre de mettre à dispo l'offre des magasins en ligne. Commençons par le client. Pardon, vas-y, ce qui était un
Ce qui était un gros game changer à l'époque, parce que réseau où il y avait des gros enjeux sur le digital et un stock étalé sur 1400 points de vente. Dilué sur 1400 points de vente, c'est comment on a une meilleure optimisation de ce stock pour réduire les dead stock à la fin, pour proposer 100% de l'offre absolument tout le temps et partout à notre cliente. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux comme ça. Commençons par ça, l'application en tout cas les outils de clienteling que tu as mis en place. La genèse de tout ça, c'était surtout de dire, en fait, historiquement, en magasin, nos vendeuses, elles sont ultra dépendantes de leur caisse. Donc la caisse historique que tout le monde connaît, c'est-à-dire tu as un comptoir avec une caisse où en fait finalement tu fais tout dessus et quand tu es en train d'encaisser une cliente, tu peux plus, je caricature un peu, mais tu peux limite plus consulter tes mails et tu peux plus rien faire. Donc il y avait un gros enjeu de un, d'apporter de la mobilité et de deux, d'apporter des fonctionnalités qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le conseil qu'on apporte à nos clientes, parce que c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a beau être sur un positionnement de mass market, historiquement on a des vendeuses qui sont en magasin et qui sont là pour accompagner la cliente. C'est pas des vendeuses qui sont là pour faire de l'opérationnel, pour plier, pour faire les inventaires. C'est pas du tout que ça, c'est vraiment accompagnement, conseil sur un produit qui est technique et particulier. Donc qui nécessite une partie conseil dans beaucoup de... Alors technique, ok, parce que c'est tout est dans le détail, dans la lingerie, j'imagine. Particulier parce que parce que tu n'achètes pas forcément un soutien-gorge comme tu achètes un simple t-shirt, ou en termes de fitting, en termes de bien aller, en termes de plein de choses. En fait, ça nécessite très souvent de l'essayer pour être sûr qu'il te va. Donc c'est un des sujets qu'on a en ligne aussi. Comment on peut pallier à cette étape-là qui est en magasin et une étape clé. Le VTO. Et pareil sur la partie conseil. Et un truc que j'aime bien dire aussi, tu vois, quand j'ai démarré chez Etam, la mission c'était vraiment de digitaliser les magasins. Je pense que notre prochaine étape, c'est plus d'humaniser le digital maintenant. C'est comment cette partie conseil, justement, on arrive à la reporter sur le digital et à faire que justement on ait le même niveau de service en magasin et en ligne. Raconte-moi la première version de l'application. Il y avait quoi dedans ? Ou de l'outil que tu as mis en place, parce qu'il a fallu les équiper. Elles avaient leur vieille caisse à l'ancienne. Ouais. Il fallait, tu m'as dit, de la mobilité, de l'accompagnement, et puis de pouvoir retracer un ensemble de... Et surtout, la brique mère de tout ça, on va dire, c'était la partie fidélité, parce qu'historiquement, on a un programme fidélité qui est hyper fort chez Etam. Et comment ça a démarré, je me rappellerai toute ma vie, je pense, c'était très drôle. Je suis arrivé, il y avait la brique fidélité qui existait déjà, qui m'a été présentée par un gars qui s'appelle Xavier, que je salue, qui est un gars génial. Brique fidélité en boutique ou en ligne, les deux ? Les deux. Ok. Mais en boutique, elle avait quelle forme ? C'était une carte ? C'était une carte, exactement. Okay. Et tu avais déjà cette brique fidélité qui existait sur la caisse, ou qui te permettait d'aller récupérer le compte fidélité de manière très classique. Pour dire... en fait, l'enjeu, c'était de dire... historiquement, on va identifier la cliente quand elle passe en caisse, et finalement, on va lui proposer une promotion ou une offre sur quelque chose qu'elle a déjà décidé d'acheter. Et du coup, c'est beaucoup trop tard dans le parcours. Ah. Du coup, la mobilité, c'était pas juste pour simplifier opérationnellement la vie des hôtesses de vente, c'était surtout pour dire, du coup, si on veut vraiment aller plus loin dans le conseil, il faut être capable de connaître notre cliente plus tôt dans le parcours pour ensuite personnaliser tout ce qui va se passer ensuite. Et bien avant l'étape de paiement, qui est finalement la dernière étape du parcours magasin. Et du coup, ce gars dont je parlais, Xavier, qui m'avait présenté le truc en me disant putain, tu vois, on est en train de commencer à faire des trucs vraiment bien et tout, là on démarre tout juste, qui m'avait présenté tout le truc, où je m'étais dit c'est vrai qu'il y a un potentiel de ouf, et petit à petit, en fait, étape par étape, on a construit une équipe dédiée à ça avec Xavier justement. Et autour de cette brique fidélité, au niveau groupe pour aider les marques, principalement Etam, mais les autres aussi, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, c'est des équipes qui sont groupes. Et tout ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que du coup, tu vas déployer ces outils-là dans l'ensemble des marques, et une fois de plus avec des positionnements très différents, donc pas les mêmes contextes, pas les mêmes enjeux. Et en jonglant avec tout ça, c'est là où tu arrives à faire un outil qui est hyper complet et qui est ultra spécifique pour la lingerie. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de développer en interne. Et en fait, autour de cette brique fidélité, ensuite, on a construit toute la partie. Enfin, aujourd'hui, en gros, on a plus de 4000 vendeuses qui l'utilisent absolument toutes les 2 minutes, en permanence en magasin, quoi, tous les jours. Et surtout, on y viendra un peu plus tard, mais maintenant que c'est devenu une caisse enregistreuse, leur outil de clienteling, leur application la brique mobile. De paiement, justement, est venue compléter la brique fidélité. C'était une évolution. T'as 4000 caisses enregistreuses qui se baladent dans les magasins et qui peuvent
découvrir, retracer les achats des clientes, les encaisser et puis leur proposer Ouais, tu as du toute ta service connaissance additionnel. de stock, tu peux bien sûr commander quand tu n'as pas l'article en ligne, l'article en magasin. On a des outils dédiés au fitting, justement à l'accompagnement au mesuré de la cliente, comment tu trouves les équivalents si ça lui convient pas. Enfin, on a plein de choses comme ça. Si tu as des clientes étrangères, notamment à Paris, c'est pas du tout les mêmes grilles de taille dans d'autres pays. Il y a toute la partie, bien sûr, retrait de commande en magasin. Ça fait partie des parcours omnicanaux qui sont hyper intéressants. Toute la partie retour également, qui était hyper... Enfin, ces deux modules, ces deux briques de l'application que j'adore, parce que quand on parle de parcours omnicanal, c'est vraiment les deux premiers parcours dont on discute en général, parce que c'est... Aujourd'hui, je te donne juste l'exemple. On a une commande sur deux en ligne qui se fait livrer en magasin. Donc c'est absolument énorme et c'est motivé aussi par le fait qu'on a un réseau de retail, comme je l'ai dit, qui est hyper dense et du coup tu as très souvent un magasin proche de chez toi. Du coup, à partir du moment où tu as une commande sur deux qui est livrée en magasin, qu'est-ce que tu mets à disposition de ta vendeuse pour que ça se passe de manière hyper fluide pour la cliente et pour la vendeuse, que ce soit pas le truc hyper complexe, long et tout et qui fasse attendre tout le monde. Et c'est la même chose pour les retours. Pour ça qu'on parlait de ligne, tu vois, par exemple, quand on a commencé à parler des retours, nous, on avait déjà travaillé tout notre parcours de retour en magasin et du coup, très vite, les idées ont fusé, on a parlé d'énormément de trucs et c'est là où les discussions, après, ça t'ouvre les chakras complètement et tu t'imagines des trucs... Alors, restons sur le premier point qui est l'identification. La brique, la clé, c'est l'identification du client, de la cliente, on est d'accord? Ouais, c'est les mêmes parcours qu'en ligne, en fait. Vas-y. On a tous les sujets, quand tu dis en ligne, notre enjeu d'identification, c'est de l'identifier, enfin, c'est de connaître ta cliente... quand elle arrive sur le site, mais en fait, on a reporté ces logiques-là en magasin. Et du coup, tu as énormément de scénarios. Typiquement, on parlait du mesuré, qui a un vrai objectif de service client, pour qu'il y a énormément de clientes qui ne connaissent pas leur taille ou qui pensent la connaître et finalement qui se rendent compte que c'était pas forcément la bonne et qu'elle pourrait être beaucoup plus à l'aise dans ce qu'elle porte. Donc, ça fait vraiment partie aussi bien que l'essayage, ça fait partie des signatures en fait, de vente en magasin. Et typiquement, le mesuré, tu vois, il y a des parcours très simples qui sont de dire, si vous voulez, je vais prendre votre taille avec mon maître, c'est la vendeuse qui te propose ça. Et du coup, si vous voulez, tout simplement, à l'enregistrer sur votre compte pour que dans 2 mois, quand vous reviendrez ou la semaine prochaine, en fait, vous n'aurez tout simplement plus à vous poser la question, vous la retrouverez naturellement. Et si demain, tu décides d'acheter en ligne, pareil, tu n'auras plus à te poser la question, tu feras confiance à ce qu'on a vu ensemble lors de ta dernière visite en magasin. Du coup, typiquement, tu vois, ça donne du sens à, du coup, si vous avez un compte, on peut l'enregistrer dessus, sinon on peut en créer un, etc. Tu as de la friction à la création de compte, à l'enregistrement de ce type de données? Non, parce que je pense qu'on a la chance d'être une marque, une fois de plus, historique et une marque de confiance. Du fait qu'on soit présent dans le paysage, notamment français, depuis toujours, en fait, je pense que déjà, on a énormément de clientes qui sont déjà encartées chez nous. Et on n'a pas forcément de réticence quand c'est amené avec du sens. Alors, quand on te demande en magasin de créer un compte juste pour créer un compte, souvent tu es réticent parce que ça t'apporte rien. Non, À des partir emails, du moment où ça spam. fait du sens et que c'est fluide, en fait, il y a beaucoup moins de sujets. Et l'argument de la vendeuse, ça va pas être de dire c'est juste que demain je veux t'envoyer un email. C'est en fait pour toi déjà, ne serait-ce que sur ta taille, tu Donc, sois absolument sûr les de pouvoir. arguments, il y a la taille, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. En fait, on a démultiplié les scénarios d'identification comme ça, où je parlais du retrait de commande. C'est un scénario et un parcours que j'aime bien, parce que en fait, avant même que ta cliente arrive en magasin, tu sais qu'elle va venir, parce que tu sais qu'elle a une commande qui l'attend. Donc plutôt que d'avoir à lui redemander qui c'est, de redemander son numéro de commande, etc., tu as ta liste des commandes qui t'attend, tu as juste à lui demander son prénom, tu la retrouves en 2 minutes, ça connecte le compte fidélité automatiquement parce que tu sais qui a acheté. Il y a plein de scénarios comme ça qui sont hyper intéressants. Je reviens sur l'identification de la cliente et la partie feed. Donc tu mets un outil en place, tu as 1400 points de vente aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, 4000 vendeurs et vendeuses à traîner, à former. Est-ce que là, quel a été le programme, quel a été l'accompagnement? Est-ce qu'il y a eu de la friction? Quel conseil tu peux donner? En fait, on partait d'une situation où il y avait des outils existants et on développait déjà beaucoup de choses en interne, mais du coup, on avait fait énormément de choses qui n'étaient pas forcément corrélées entre elles. Du coup, il y avait un premier enjeu qui était tout centralisé dans une master app, on va dire. Et du coup, déjà, la logique plaisait à nos hôtesses de vente en magasin, parce qu'on leur disait déjà, en fait, on va vous simplifier la vie, on va tout centraliser dans un seul endroit, vous n'aurez pas à switcher d'application en permanence et tout. Et en plus, on va vous déployer des smartphones qui vous permettront de le faire absolument, que ce soit en cabine, en caisse, à l'accueil, partout dans le magasin. Donc déjà, la logique a parlé à tout le monde immédiatement. Et le deuxième game changer, c'est que comme c'est développé en interne,
En fait, le moindre retour qu'on avait, on sortait une version toutes les 2 semaines. Et en fait, très vite, tu gagnes la confiance quand on te fait un retour le samedi en magasin. 2 semaines après, tu as le truc qui est développé, il y a le truc qui est corrigé, etc. Et très vite, tu gagnes la confiance comme ça. Et après, en plus, on a organisé énormément d'ateliers, de présentation des nouvelles fonctionnalités. C'était limite des keynotes. Tu vois, on avait une convention annuelle avec l'ensemble de nos responsables et directrices de magasins. Tu avais limite la keynote AppMag qui te présentait toutes les... Je dis AppMag, pardon, c'est le réflexe. C'est le nom de l'application en interne, tout simplement. C'était limite... Il y a de la littérature, on peut trouver des écrans, des démos d'AppMag en ligne. Je crois que tu en as parlé à quelques reprises. Ouais, alors est-ce qu'il y a des images que... Je suis pas sûr que tu en trouves beaucoup. Okay. Mais en fait, tu en trouves en magasin. C'est-à-dire que tu vas t'adresser à n'importe quelle vendeuse en magasin, elle te montrera avec plaisir, elle te l'ouvre. Et c'est là où je suis assez fier et où tu posais la question de la conduite du changement. Demande à n'importe quelle de nos vendeuses en magasin ce qu'elle pense de l'AppMag. Tu verras qu'elle te répondra avec le sourire et qu'elle en sera très contente. Donc avant même d'en parler dans un podcast, tu vois, je pense que ou avant même de chercher sur Google ou autre, aller en magasin regarder à quoi ressemble AppMag. Donc on était là, training et change management auprès des vendeurs et des vendeuses, des hôtesses de... Comment tu les appelles ? Hôtesses de vente. Hôtesses de vente, principalement des femmes. Principalement des femmes, ouais. Hôtesse, je sais pas, j'essaie d'être... Donc formation, des mises à jour régulières, tu leur changes la vie, donc tu les intègres dans la réflexion ? En permanence. Donc dans les phases de création, co-création, dans les parcours UX, dans l'app, dans tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. Moi, j'étais là depuis quand on a démarré. Je venais d'arriver. Autant dire que j'avais jamais acheté de lingerie, etc. Donc en fait, faut rester très très humble par rapport à ce que tu penses pouvoir apporter. Et tu vois, on n'a pas développé le truc en mode vas-y, on se fait une roadmap sur 10 ans, on va faire un truc de ouf et tout. Ça a été au début, au jour le jour. C'est-à-dire que quels sont les gros pain points en magasin, comment on peut régler ça, c'est quoi les derniers retours que tu as eu des magasins pilotes. Et on a démarré comme ça, où ce qui est génial et beaucoup plus simple qu'en e-commerce, c'est qu'en fait, tu as ton réseau de magasins où tes vendeuses, elles sont avec toi, elles sont dans le même bateau que toi, et c'est elles qui te font les retours en live. Donc on avait un pool de magasins pilotes, quelques magasins dans chacune des marques, avec des flagships, mais aussi des plus petits magasins pour coller à toutes les typologies de mag. Mais on était en échange en permanence. Permanence. Je t'ai pas posé la question, les boutiques, c'est du retail, c'est de la franchise, de l'affiliation ? On a des magasins en propre, la grande majorité, on a des affiliés. Okay, et donc il y a toute la question aussi des affiliés. La grande majorité, c'est les affiliés ou c'est les magasins propres ? C'est les magasins propres. C'est les magasins propres, la grande majorité. Ouais. Et sur les affiliés, les affiliés, tu leur donnes un outil qui leur permet de vendre mieux et plus. Mais ça pose après la question de certains moyens de paiement, etc. Tu peux pas forcément tout déployer partout. Mais voilà, après, en fait, c'est une appli qui est... L'idée, c'était vraiment d'avoir des modules que tu puisses, en fonction des marques, tu vois, toutes n'ont pas les mêmes enjeux, donc tu n'actives pas forcément la même chose. Pareil, entre des magasins en propre et des magasins affiliés. Et en fait, tu jongles avec tout ça. Et puis, pareil, dans les pays, tu vois, as des moyens de paiement spécifiques. Donc, comment tu développes comment tu intègres des moyens de paiement spécifiques. Et l'enjeu, mais où on est arrivé aujourd'hui, c'était de se dire... Au fur et à mesure du déploiement, en parallèle, on a déployé plus de 4000 smartphones en magasin pour justement équiper chacune des vendeuses. C'était vraiment le but. Et de se dire, on arrive au point où en fait, maintenant, la moindre fonctionnalité, à chaque déploiement, tu sais que tu as un impact absolument immédiat sur l'ensemble de ton parc de magasins au niveau du groupe. Et ça, c'est quand même... c'est quand même assez cool. C'est quand même génial. Et c'est pour ça qu'on est même allé vers des fonctionnalités de communication où finalement, je pense comme beaucoup d'organisations retail, tu fais passer des communications un peu à la semaine, etc. Mais si par exemple, tu veux booster, tu vois, en intro, on parlait tout à l'heure des culottes de règles. Si j'en sais rien, tu as un magasin qui te fait remonter un argument hyper pertinent pour vendre la culotte de règles qui a fait mouche auprès d'une cliente. En fait, aujourd'hui, à l'ouverture de l'application, on peut faire passer des communications. On est sûr que chacune de nos vendeuses va avoir accès à cette com. Donc, si tu veux faire passer un argument clé ou juste un message de Joyeux Noël, par exemple, pour la fin d'année, en fait, tu t'adresses en un clic à l'ensemble de tes vendeuses. Ce qui, avant, n'existait pas. AppMag devient vraiment le backbone, l'outil central de la boutique. Exactement. Tu dis que tu as déployé 4000 smartphones. Les boutiques, je pense à Etam, celle où je fais parfois des achats, c'est celle qui est au hall, qui est au 3e sous-sol, je ne veux pas dire de bêtises, où il n'y a pas de réseau. Ouais. Il ne suffit pas de donner un smartphone, il faut du Wi-Fi, il faut plein de choses autour de ça, non ? Exactement.
c'était le gros sujet du Wi-Fi au début, où quand il y a pu avoir de la réticence, c'était beaucoup, OK, avant d'avoir des outils, en fait, est-ce qu'on peut avoir un Wi-Fi clean? Est-ce qu'on peut avoir... Et bien sûr qu'il existera toujours des magasins un peu particuliers, même dans des bâtiments historiques où tu as des murs épais comme jamais. Bien sûr qu'il y aura toujours des soucis de ce type-là. Mais pareil, en fait, il y a eu des sujets d'infra-magasins, de Wi-Fi, etc. Où aujourd'hui, c'est tout con, mais il faut y penser, quoi. Exactement. 1400 boutiques, 1400 points d'accès, sauf si tu leur mets de la 3G. Il y a aussi une boutique, nous on est dans le 17e arrondissement, il y en a une qui est au bout de la rue Lévis. Lévis ou Lévis? J'ai jamais su. Lévis, je crois. Lévis. Mais tu vois, quand tu as réglé le sujet du Wi-Fi, après on en avait d'autres. On a développé des moyens de paiement à distance, par exemple, où tu envoyais des liens de paiement par SMS. Bah pareil, effectivement, tu as beau avoir du Wi-Fi, tu n'as pas de 4G forcément, donc le SMS il part pas forcément. Enfin voilà, ça fait partie effectivement des points de contexte qui parfois freinent un peu le déploiement, mais ça n'a jamais été un vrai problème. Ça a mis combien de temps en tout? Entre le moment où on décide de lancer le projet et le moment où la première version sort et est utilisable dans X magasins test? La première année, on avait déployé la version bêta avec peu de fonctionnalités. Et petit à petit, on a élargi. C'était France principalement au début. Après, on a déployé dans les pays. Et là, moi, ça va faire 4 ans et demi que je suis dans le groupe Etam. Maintenant, c'est absolument partout. L'appli, elle fait tout. Je ne sais pas te dire ce qu'elle ne fait pas. Enfin, si je sais, mais... La première année, finalement, on avait déployé les smartphones, on avait déjà une grosse partie des fonctionnalités de base. Ok. On parle de la boutique, mais l'application, il faut bien qu'elle communique avec un back-end. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir des outils en centrale, que ce soit le site web, enfin le site e-com ou j'imagine ton ERP, ton OMS et tout ça, qui sont apaisés et permettent de discuter avec ces 4000 téléphones qui vont d'un coup les interroger 10 fois par jour ou 100 fois par jour d'ailleurs. Exactement. Vas-y. Bah, il y avait un gros sujet où nous, on est... Vous étiez déjà à jour, enfin, c'est la poule et l'œuf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, on a mis à jour au fur et à mesure. Okay. Effectivement, tu parlais du Wi-Fi, tu vois, il y avait d'autres sujets de grosses dépendances. On est sur SAP, par exemple, où l'appli, au début, tapait direct dans SAP. Enfin, ça posait un certain nombre de questions, parfois de surcharge ou de choses comme ça. Et au fur et à mesure, on a traité tous ces points-là. On s'est mis quelques coups de chaud certains samedis de forte affluence ou de choses comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, on a eu des gros projets de mise en conformité de l'app, on va dire, aussi bien en interne qu'en externe. Aussi bien sur la partie, ce qu'on appelle l'urbanisation de l'application, c'est-à-dire comment on la rend pas dépendante des SAP et qu'il y a des intermédiaires entre les deux, justement. Et après, il y avait des sujets justement de conformité sur tous les moyens de paiement, parce qu'on en est arrivé finalement à développer notre propre logiciel d'encaissement, tout simplement. Donc après, tu as des certifications qui sont obligatoires pour pouvoir l'opérer, etc. Même si aujourd'hui, on la commercialise pas, l'application, donc ça simplifie un peu les choses et on gère pas le cash. Mais voilà, il y avait un certain nombre de sujets comme ça vraiment d'infra et de... Okay. Et surtout que ton application, elle est déployée dans les 50 pays? Oui. Ok. Alors, pas tous tout à fait, tu vois, mais par exemple, on a ouvert les US. Même si c'est que 30 pays, c'est quand même 30 fois 2-3 moyens de paiement qui sont à chaque fois un peu originaux. Exactement. Et qui sortent du lot, quoi. Et que tu dois intégrer dans ta stack. Exactement. Je pense, tu vois, là, on a sur un sujet sur Twint en Suisse, on a Bancontact en Belgique, on a à chaque fois des moyens de paiement locaux, mais qui font toute la différence quand justement tu parles de fluidité de parcours et quand tu veux être sûr de répondre à toutes les éventualités. En fait, vraiment, la tagline de l'app, c'était de se dire, tu ne dois jamais dire non à une cliente. Voilà. Donc, que ce soit en termes de moyens de paiement, en termes de questions qu'elle peut avoir sur un produit, en termes de le B.A.B.A., ta connaissance du stock. Pardon, je le prends note. Hop. Tu as... Bon, c'est des questions SI, mais moi j'ai un passé dans les SI. J'ai fait du système d'information pendant quelques années chez Lafarge, puis chez Air France. Mais du coup, j'ai plein de questions qui viennent, mais notamment en termes de déploiement et de versionning. Ça doit être une sacrée, peut-être pas usine à gaz, mais un sacré complexe. Enfin, ton application française, US, allemande, qui ont des versions, des accès différentes. Tu as peut-être dans des boutiques pilotes certaines fonctionnalités Q. Exactement. Le paiement, le tap to buy, dont on va parler dans 5 minutes. Ça doit être une sacrée structure en interne. En fait, en parallèle de développer l'app, tu te développes un dashboard de pilotage et de gestion de l'app, en fait. En termes d'activation des fonctionnalités, en termes de gestion des langues, en termes de... Oui, ça demande et c'est là où c'est intéressant d'avoir tout développé en interne.
En fait, déjà, on a vraiment structuré l'équipe pour être un studio indépendant, limite. Où le principe, c'était de se dire on est autonome sur toute la chaîne. C'est-à-dire de la déjà de la définition de la roadmap et de la stratégie. Ensuite, de toute la partie UX, UI, tout le développement et ensuite tout le déploiement. Et finalement, on a, en plus, historiquement, on a toujours eu un service magasin qui déployait les logiciels de caisse, les versions de caisse, etc. En fait, c'est cette équipe-là qui s'est occupée ensuite de déployer l'application en cohésion avec l'équipe, ce studio interne qu'on a monté justement, avec un rythme de déploiement qui n'était pas forcément évident au début pour eux. Vous êtes parti sur Android ? Ouais. La question s'est posée ? En fait, on a les deux, iOS et Android, parce qu'historiquement, on a des iPads en magasin et que pour déployer des smartphones, on est parti sur du Android. Donc en fait, on gère les deux. Ok. À refaire ? Android te laisse un peu plus de liberté. Non, mais le choix Android, iOS pour équiper tes vendeuses en boutique. Il y a une question sur un déploiement massif de smartphones, il y a une question de coût sur Android qui est non certaine. Ouais. Voilà. Et de flexibilité peut-être aussi quand tu... Voilà, et en même temps, on avait déjà les iPads en magasin, qui reste un outil qui est hyper intéressant quand tu veux montrer du produit que tu n'as pas forcément en magasin. Enfin voilà, et du coup, de gérer les deux, c'est fait hyper naturellement. On a démarré tout de suite comme ça. Okay. Et après, tu as certaines versions d'iOS qui te font bien chier. Voilà, qui te font bien chier, quoi, mais non, ça va dans le... Vous avez tout de suite, j'imagine... Non, pardon, quel est l'enjeu RGPD ? L'application, il n'y a que de l'information qui transite, il n'y a rien, j'imagine, qui est stocké en local. Non. Si tu as une perte de réseau, tu n'as plus d'application. C'est un des enjeux quand on parlait justement d'urbanisation tout à l'heure, c'est de se dire, par exemple, si tu perds, est-ce qu'on développe un mode offline ? Ça, c'était une des questions qu'on a historiquement depuis le début, qui est un énorme sujet. Et en fait, on a commencé à le faire petit à petit sur des fonctionnalités clés. Genre, par exemple, le retrait de commande. Si, j'en sais rien, un jour, tu n'as plus de Wi-Fi, tu n'as plus rien, il faut qu'il y ait un truc que tu puisses continuer à faire, c'est ton retrait de commande pour ne pas faire attendre ta cliente. Sur les fonctionnalités d'accompagnement au fitting et au mesuré, la vendeuse, elle connaît parfaitement son métier, elle peut se permettre de se passer de l'application. C'est comme ça qu'on fait la distinction pour l'instant. Et du coup, on a une partie qui est disponible offline, mais pas l'ensemble de l'application. Ok, compris. Sur quel KPI, qu'est-ce que tu as mis en place à l'époque et encore aujourd'hui de suivi de la réussite, de l'efficacité d'AppMag pour les vendeuses-vendeurs ? Alors déjà, il y a une jauge très naturelle où on parle même pas de KPI. Est-ce que quand tu te rends en magasin, ce qui est hyper intéressant, c'est que il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que si c'est bien, on te le dit. Nos équipes magasins, c'est ça qui est hyper intéressant. Si c'est de la merde, elles te disent c'est de la merde. Si c'est bien, elles te disent c'est bien. Okay. Si c'est génial, elles te disent c'est empirique, génial. Mais ça marche. Voilà, et en fait, au moins, tu passes pas par 4 chemins, tu perds pas de temps. Du coup, le premier KPI, c'était est-ce que nos équipes magasins sont contentes ou pas. Donc, pendant très longtemps, ça a été le KPI principal. Et après, est-ce que nos clientes sont contentes, bien sûr ? Est-ce que ça permet vraiment de leur apporter quelque chose ? Et après, on a développé sur les parcours clés type retrait de commande, retour de commande. Là, on a commencé à développer des indicateurs. Et sur ton taux d'identification en magasin, quel cross-sell tu as réalisé lors d'un retrait de commande. Ton taux d'identification, c'est sur 100 personnes qui rentrent, combien tu en as identifié ? Ouais, et on distingue même le visiteur de la cliente. C'est-à-dire que par exemple, très souvent, quelqu'un qui vient retirer une commande, c'est un visiteur, mais c'est pas une cliente. C'est-à-dire qu'il l'a pas forcément acheté. Ok. Donc dans ton trafic, tu fais la distinction entre les deux, parce que donc sur tes tickets, donc pour les personnes qui ont réellement acheté, qu'on appelle des clientes du coup, combien étaient rattachés à leur compte fidélité versus les visiteurs, ou vu que l'enjeu en plus c'est d'identifier plutôt dans le parcours. Tu parles d'une visite en boutique. On est soit visiteur, soit acheteur. Oui. Oui, enfin soit visiteur, soit client. D'accord. Oui. Tu peux pas identifier un visiteur qui aurait été client dans le passé ou ailleurs ou en ligne, que tu n'identifies pas. De toute façon, lui, il est perdu et c'est impossible de l'identifier. C'est impossible de rattacher les wagons. Tout dépend, parce que si on parle de parcours omnicanaux, une fois de plus, la commande, on en parlait tout à l'heure, ta cliente, elle a passé commande en ligne. Pareil, on a des logiques d'identification en ligne, donc très souvent, tu sais qui c'est avant qu'elle arrive en magasin. Et tu vois, je te donne un autre exemple, justement, dans ces scénarios-là qui sont hyper intéressants. En intro, on a parlé un peu de la RFID, justement, avant de commencer à enregistrer. Avant de commencer à enregistrer, on en reparlera pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. Tu vois, sur la RFID, par exemple, sur le process de retour, quand tu vends un article et que quand tu vends un article, par exemple, en magasin et que tu as
connecter le compte fidélité de la cliente. Si elle vient faire un retour, aujourd'hui, vu que chaque article a un numéro unique, donc le fameux numéro RFID, on est capable, juste en scannant le QR code RFID de l'article, de retrouver toute la vie de l'article. Donc, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a été acheté, où est-ce qu'il est acheté, si c'est de la marketplace, du e-commerce, un autre magasin, ton magasin. On est capable de savoir avec quelle vendeuse il a été, quelle vendeuse a fait la vente, et surtout quelle cliente l'a acheté, est-ce qu'elle avait un compte fidélité rattaché. Donc, en fait, dans un seul scan de l'article en question, on va réussir, par exemple, à reconnecter automatiquement le compte fidélité de la cliente. Et ça c'est un autre très bon exemple de scénario d'identification hyper fluide. Et sur, tout ça, sur un retour Exactement. d'un produit qui est toujours tagué RFID. Exactement. Et tu arrives à retracer l'historique de l'achat et donc du produit et donc de la cliente. Ok, hyper intéressant. Le RFID se développe. On peut en parler maintenant là. Non, restons sur les KPI, j'y reviens dans une seconde. Il y a d'autres KPI sur lesquels tu as des apprentissages ou des mises en place à nous partager? Ouais, on regarde justement sur toute la partie retour, la part d'échange versus remboursement. On a des questions de... vraiment, on a eu un gros sujet sur la partie ratio. Pardon, je pense à autre chose en même temps, c'est pour ça que je dis ratio, mais vraiment sur toute la partie des parcours omnicanaux, comment tu arrives à transformer une cliente qui est venue pour faire un retrait de commande, comment tu arrives à lui proposer quelque chose en récupérant notamment son parcours en ligne, ce qu'elle a pu consulter, du panier abandonné, des choses comme ça, ou pareil, là il y a énormément de use cases qu'on a mis en place qui sont... ou qui réconcilient vraiment ce qui était l'objectif de base, qui réconcilient vraiment ce qui s'est passé en ligne et ce qui s'est passé en magasin. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, t'es pas du tout motivé par une question de... on veut à tout prix que nos vendeuses sachent exactement ce que la cliente a regardé en ligne, etc. C'était surtout que nos clientes, de plus en plus et tous les jours plus, ça arrive en magasin en disant « j'ai vu ça en ligne, est-ce que vous pouvez me le retrouver ?» Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce que c'est? Elles n'ont pas forcément le nom du produit, elles n'ont pas forcément ça. Et l'enjeu, c'était que très facilement, la vendeuse puisse retrouver tout ça. Donc catalogue produit disponible et searchable bien facilement par les vendeuses. Ok. On revient au RFID après, mais il y a un autre sujet moi, dans l'app que je voulais aborder. Je l'ai abordé d'ailleurs avec Lisa Nakam de Jonac dans un super épisode sur l'avenir du retail qu'on a enregistré pour Magma, dont vous entendez souvent parler sur le panier. Chez Jonac, il y a une partie du CRM qui peut être gérée par les vendeuses ou les patronnes de boutique directement depuis la boutique et ça fait partie de leurs enjeux. Est-ce que ça peut être aussi le cas? Est-ce que c'est aussi le cas dans AppMag? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Quels outils, comment, quel parcours ou quel cas d'usage? Avant même de parler de CRM, en fait, on se disait tout simplement, là, on a l'habitude, c'est le fonctionnement habituel, c'est que quand tu es en magasin, tu entre guillemets, t'attends que la cliente passe la porte de ton magasin. Donc, en tant que vendeuse, comment maintenant, toi, tu peux aller t'adresser à la cliente, à distance notamment. Et on a fait quelques initiatives, tu vois, avec du push de SMS sur certains événements particuliers dans des magasins, sur les baisses clientes de certains magasins ou des choses comme ça, finalement, qui marchent sans forcément être game changer. Mais par exemple, on teste d'autres initiatives où maintenant, pour moi, la suite logique de l'application, c'est tout ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, humaniser le digital, c'est que en fait, le parcours idéal que j'aimerais, moi, c'est de dire que si tu es en ligne, tu peux t'adresser directement à une vendeuse en magasin. Il y a d'autres marques qui le font très bien. Tu vois, je sais que la Fnac le fait très bien. Je sais que Decathlon le fait très bien. Ou nous, c'est là où encore on a cranté sur le sujet. Mais vraiment, je voudrais qu'en fait, nos vendeuses magasins qui historiquement conseillent nos clientes puissent conseiller une cliente en ligne. Et du coup, l'étape suivante, c'est celle-là. C'est comment la vendeuse peut contacter la cliente et comment la cliente peut contacter la vendeuse sans forcément être dans le magasin. Ok, donc vous autorisez aussi où c'est une direction, l'accès dans l'autre sens, quoi. Exactement. Donc l'acheteuse, la cliente depuis, je sais pas, le site web ou depuis un WhatsApp, comment elle WhatsApp, exactement. Là, on commence à le faire par WhatsApp. Ouais. Elle peut contacter une vendeuse ou une patronne de boutique? Exactement. Je mets des féminins partout, je suis désolé, hein, vous ne me voulez pas, chers auditrices, chers auditeurs. Parce que c'est le cas pour le coup chez le ou la patronne de boutique via WhatsApp pour la cliente et ça arrive dans AppMag pour le... C'est ça la cible, exactement. Ouais. Ok. Et qu'après, tu puisses gérer toute la vente justement via l'application avec du partage produit par SMS, du paiement à distance. Mais du coup, tu as bien associé un numéro de téléphone au compte client en plus? Oui. Ok. Bonjour madame. Mais parce machin, que je pense je me souviens bien que vous avez acheté tel ou tel produit, et l'autre que vous avez acheté en ligne, est-ce qu'il vous a plu?
Ok. par exemple. Ok. Et je pense que Jonak t'en a peut-être parlé aussi, mais parce qu'il y a un switch qui s'opère. Alors ça prend du temps et c'est pas encore tout à fait la clé unique, mais historiquement c'est l'email, la clé des comptes clientes, la clé l'ID, on va dire, cliente dans un parcours omnicanal. De plus en plus, c'est c'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui est lui aussi unique. Exactement. Ok. Hyper intéressant. Quel outil là pour la partie CRM? Donc c'est du développement en interne, j'imagine, pour les connecteurs, mais il y a une plateforme que vous utilisez? On est sur Salesforce, nous. Ok. Et c'est Salesforce qui permet la connexion WhatsApp? Alors non, pour l'instant, on le fait avec WhatsApp Business. Ou avec en fait, WhatsApp Business, exactement. Ok. Putain, c'est très cool. Très cool. Dans la partie formation, il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est qu'il y a certainement pas mal de turnover dans ce genre de métier. Ça veut dire des formations, des rappels réguliers sur l'utilisation, les enjeux de l'application. Ouais, mais c'est cliché ce que je vais dire, mais personne t'a jamais formé sur ton iPhone. Donc c'est exactement le même principe. Et tu vois, on se disait aussi au démarrage, en gros, tu arrives dans un magasin, on a beaucoup de contrats étudiants, on a beaucoup de... je me rappelle mais même moi, quand je suis arrivé, hein, pour comprendre comment fonctionnait la caisse et pour être à l'aise avant d'encaisser une cliente et en gardant le sourire et en disant, putain, faut pas que je fasse une connerie, tu mettais une semaine avant d'être à l'aise sur la caisse. Là, l'enjeu, c'est que en 10 minutes, tu es capable de tout faire avec une cliente. Même si tu n'as jamais vu l'application avant. C'est cliché, mais ça marche bien. Hein. Personne ne s'est jamais formé sur ton iPhone. Bah non, connard. Non, mais ouais, c'est le même, c'est exactement le même principe. Encore 2-3 petits sujets sur le AppMag, on va dire. Je reviens sur le RFID, puis après, on va parler de Tap2Pay, qui est tout neuf, qui a quelques semaines quand on enregistre cet épisode. Le RFID, tu m'as donné le cas d'usage des retours, par exemple. Je pose un produit, je le scanne et je sais directement l'historique du produit. C'est aussi utilisé comme pour le passage en caisse ou pas? Comme ça peut l'être chez Decathlon, chez Uniqlo? Ouais, bah déjà pour redonner un peu de contexte, en fait la RFID quand ça a été déployé, c'était beaucoup pour la partie gestion des stocks, donc opérationnel stock, sur toute la partie inventaire, que ce soit en entrepôt ou dans nos magasins. Et surtout, c'était un peu la base obligatoire si on voulait déployer des projets de Ship from Store. C'est-à-dire qu'avant de demander aux magasins de préparer des commandes, il faut être absolument sûr du stock qu'ils ont. Sinon, très rapidement, tu crées de la frustration en ligne parce que tu n'es pas capable d'honorer ce que tu as promis à ta cliente en ligne. Donc ça, c'était un premier point. Aujourd'hui, on est passé à 2 inventaires par semaine. Je ne sais même pas te dire à combien on était auparavant, mais c'est le jour et la nuit. Et en fait, très rapidement, vu qu'on développe tout en interne, on s'est rendu compte qu'au-delà de la partie opérationnelle stock, tu pouvais développer des use cases vraiment de clienteling et d'expérience client qui sont complètement fous et que tu ne trouves pas forcément sur des outils du marché. Et je pense que le plus connu, c'est toute la partie borne. Tu vas chez Uniqlo, tu vas chez Decathlon, tu mets tes articles dans un bac. En fait, s'ils sont lus, c'est grâce à la puce RFID qu'il y a sur le produit. Donc nous, on a développé nos propres bornes également. Et en fait, sur le même bac que notre application, vu qu'on a développé le paiement sur l'application, on était capable de le faire sur une borne. Ouais. Pareil, du coup, on a développé notre front de borne, etc. Et d'ailleurs, on a aussi une application B2C à destination de nos clientes où tu as un mode en ligne et un mode magasin où tu peux te pointer dans le magasin, scanner tes propres articles et t'encaisser toi-même. Okay. Sur le même bac que la borne, l'application vendeuse. En fait, on a tout dupliqué à chaque fois, on a tout déployé comme ça. Et du coup, la RFID permet justement... Alors, on a certains magasins qui ont effectivement, quand tu passes en caisse, ça lie automatiquement le produit parce que tu as ce qu'on appelle un tabletop. C'est un gros lecteur. En gros, tu as juste à passer le produit dessus pour que ça le lise. Et après, sur les retours, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est que juste en scannant le numéro unique RFID, tu retrouves toute la vie du produit. Et c'est l'empreinte digitale du produit, en fait. Ok, hyper intéressant. L'autre sujet, c'est le Tap2Pay. On peut maintenant encaisser directement sur chacune de ces instances de l'application pour les vendeuses en boutique. Donc, d'un coup, tu te retrouves avec 4000 caisses enregistreuses, potentiellement. Ouais. Raconte-moi cette mise en place. En fait, c'est un sujet dont tout le monde parle, enfin tout le monde, dans le milieu du retail, on va dire. Il y a quelques milliers de personnes qui écoutent le panier en général. Ça va faire quelques années qu'on en parle, où vraiment le principe, c'est de se dire tu t'affranchis complètement des terminaux de paiement en magasin, et c'est sur le smartphone que tu as juste à plaquer la carte bancaire sur la... Ou ton téléphone. Oui, ou ton téléphone.
tu as une puce NFC dans le téléphone, en fait, et c'est ça qui lie la carte bancaire. Et du coup, tu es capable d'encaisser sur un smartphone en t'affranchissant du terminal de paiement. Et du coup, vu que l'encaissement mobile, on parlait de mobilité tout à l'heure, c'était une des clés de ce qu'on voulait faire, et qu'on a du coup déployé en magasin aussi des points d'encaissement mobile pour que tu gardes L'idée, c'était d'apporter de la mobilité sans perdre en qualité de service. Mais tu es toujours freiné par le fait que les TPE, ça coûte cher, enfin les terminaux de paiement, ça coûte cher, la maintenance, c'est parfois complexe. Là, en fait, tu t'affranchis de tout ça et finalement, les 4000 smartphones qu'on a déployés font office de caisse. Et du coup, donc c'est un projet là, en fait, il y avait des contraintes de légalité et de normes et de sécurité. Et de normes, exactement. Donc là, depuis maintenant 1 mois, c'est possible sur iOS, donc chez Apple. Et début de l'année 2024, là, janvier, on va pouvoir le faire sur Android. Ok. L'application est prête ? L'application est prête, elle est born ready, comme on dit. Elle est born ready. Et quel est votre partenaire ? Nous, on bosse avec Adyen sur la partie paiement. Adyen, qui était passé sur le panier, que je salue. Sur la partie paiement et le Tap to Pay, du coup. Exactement. Et la certification, c'est chez eux ? Non, c'est chez nous. C'est chez vous. Ok. En fait, ce qu'on a certifié pour être en conformité, c'est vraiment toute la partie ton moteur de calcul, être sûr que tu n'as pas une touche magique qui te permet de faire sortir du cash. En fait, c'est tout simplement ça, une certification. C'est de dire comment ton logiciel, il Mais donc, il y a eu un audit ? Ouais. Ok. Qui a pris du temps ? Qui a pris du temps, ouais. Et j'avais dit aux équipes, je m'étais engagé sur 2 trucs. J'avais dit vraiment, on célébrera et je paye le champagne quand on aura fait 2 choses. L'assertif, on est sûr de ne pas tous finir en tôle, déjà c'est pas mal. Et le Tap to Pay, où c'était les deux trucs. Alors l'assertif, ça apporte pas grand-chose à nos clients, ça apporte rien, mais c'était une obligation sur laquelle on s'est bien fait chier aussi. La réassurance. Donc c'était un peu, vas-y, on passe à autre chose et ça sera cool, on sera vraiment des cow-boys quand on aura fait ça, tu vois. Cool. Début d'année ? Sur Android, ouais. Donc début d'année, c'est-à-dire que dans n'importe quel, dans tout, en un clic, on déploiera l'encaissement mobile absolument partout, sur tous les Android, les téléphones Android qu'on a en magasin, ouais. Un sujet aussi que j'avais sur le virtual tryouts, l'essai virtuel, facile en boutique parce que tu as une vendeuse. Comment est-ce que tu rends l'appareil ? C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, on a digitalisé le point de vente, il faut humaniser maintenant l'e-com. Qu'est-ce que vous testez, qu'est-ce que vous faites sur le virtual tryout, les VTO sur le site web ? Historiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait développé à l'époque le Try at Home, qui te permet en fait de commander, t'essayes chez toi, et en fait tu payes que ce que tu gardes. Du coup, c'est du paiement décalé. En fait, tu avais 10 jours pour essayer chez toi et renvoyer ce que tu gardais pas. Ça, c'était une des premières solutions qu'on avait mises en place. Et après, le parcours, une fois de plus, omnicanal qu'on a, te permet justement, tu commandes en ligne, tu veux te faire livrer en boutique, une commande sur 2 arrive en boutique. Ça te permet d'aller essayer au moment où tu passes en boutique également. Et après, on a un peu... du coup, les autres initiatives qu'on a là, c'est le conversationnel qu'on a via WhatsApp, où en fait, si tu as un conseil beaucoup plus précis sur ton produit aussi, ça va te permettre d'être sûr de la taille que tu choisis. C'est là où l'enjeu du conversationnel est important aussi, pour réduire ton taux de retour, pour augmenter le panier moyen, bien sûr, par le conseil, mais aussi pour être sûr de l'accompagnement que tu apportes et être sûr que ta cliente, elle choisit la bonne taille. Et après, on a eu un énorme sujet de toute la partie les client reviews, les avis clientes, la réassurance communautaire, qui est que on a un programme de feed qui est hyper important, on a une cliente qui fait confiance à la marque et qui est assez engagée auprès de la marque. C'est comment, en fait, historiquement, on ne le faisait pas, comment on collecte de l'avis produit post-achat en magasin et post-commande en ligne. Et comment, du coup, cet avis qui est collecté sur le produit, il va alimenter ta fiche produit, et avec des choses que tout le monde connaisse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, qu'est-ce qu'en disent les clientes ? En termes de sizing, est-ce que c'est parfait ? Est-ce que c'est un peu trop grand ? Est-ce que c'est un peu trop petit ? Et du coup, c'est pas encore du virtual try-on, comme tu dis, mais ça te donne déjà un aperçu hyper précis du produit. Et ça, on avait un gros enjeu. On était encore dans un truc où, en fait, il y avait des avis clients qui étaient collectés côté magasin et c'était un autre partenaire en ligne. Là, on vient de tout merger pour avoir un seul partenaire omnicanal. Tout ce qui est collecté en magasin alimente le e-com. Tout ce qui est collecté côté e-commerce va bientôt alimenter le magasin. C'est-à-dire que via notre fameuse application, on va aussi mettre à disposition ces arguments-là de la vendeuse. Qu'est-ce qu'en disent les autres clientes, les contentes comme les mécontentes, comment ça fit, le rapport qualité-prix, le confort, tout ça.
Ok, c'est vraiment une super app. J'ai dit Virtual Tryout tout à l'heure, mais c'est Try-On évidemment. Ouais, les deux marchent. VTO. Euh, ok. On a même pas encore parlé du Ship from Store, mais vous avez dû unifier les stocks avec la RFID. J'imagine que maintenant tu as un stock presque à l'instant T et réel sur l'ensemble de tes magasins. Le Ship from Store, c'est un nouveau métier qui s'est ajouté pour une vendeuse en boutique qui n'existait pas avant. Comment est-ce que ça s'est fait et comment est-ce que ça s'intègre à AppMag? Bah, en fait, c'est pareil, tout est question de logique et comment t'expliques ça à tes équipes magasins. C'était de dire, en fait, vous avez, depuis maintenant très longtemps, vous pouvez commander des articles lorsque vous les avez pas en stock. Ce qui a été un énorme game changer pour vous. C'est-à-dire que déjà, grâce à ça, vous dites beaucoup moins non à une cliente. Tu dis pas non, j'ai pas la taille, j'ai pas le coloris, etc. Et du coup, là, c'était l'effet inverse, c'était de dire, bah, votre cliente, vous savez que c'est quasiment tout le temps la même, celle qui est en ligne et celle qui est en magasin. Il faut que quand elle soit en ligne, pareil, on lui dise jamais non. Et du coup, il faut qu'elle puisse avoir accès au stock magasin. Donc ça a été le gros changement, mais finalement avec une logique derrière. Et finalement, ça a été accéléré par le Covid, où l'acculturation à tout ça s'est fait très naturellement, parce que dans le contexte où finalement les magasins étaient fermés, le seul moyen de valoriser et de continuer à vendre le stock qui était immobilisé en magasin, c'était le Ship from Store. Et du coup, on a gardé des magasins ouverts justement pour faire de la préparation de commandes, pour pas perdre ce stock tout simplement. Et du coup, dans ce contexte-là, à l'instant T, tout le monde s'est dit putain, mais oui, c'est une évidence en fait. Donc il y a eu plein de sujets de conduite du changement, bien sûr, hein, et des sujets comment tu fluidifies la préparation dans un contexte magasin qui est absolument pas fait pour ça à la base. C'est là où c'était intéressant de développer notre propres outils aussi, parce qu'on a pu faire vraiment des trucs efficaces. Mais finalement, le Covid a permis de très naturellement et de manière très logique faire comprendre à tout le monde que c'était clé dans un groupe comme le nôtre qui a une fois de plus un parc retail hyper fort, et où si on veut vraiment cranter en digital, ça doit faire partie de nos outils ouais. Et donc ce métier qui change, et on ouvrira dans 3 minutes là, sur la suite du retail, l'avenir du retail selon toi, enfin de la boutique. Est-ce que donc ça fait 4 ans? 4 ans et demi, ouais, un peu plus même. Est-ce qu'il y a J'ai plus de notion quelles du temps. erreurs vous avez pu faire dans le déploiement d'AppMag, dans la formation, dans les fonctionnalités peut-être qui étaient développées qui servaient à rien, ou d'autres que vous n'avez pas développées ou développées trop tard? On en a fait plein, mais c'est pas des erreurs, c'est Oui, enfin des fois prise de risque, c'est beaucoup de naïveté. Ok. Beaucoup de naïveté, même moi qui venais pas d'un environnement tech particulier, etc. T'es très naïf au début, et c'est ça qui est bon en fait. C'est que vas-y, tu fais des déploiements le vendredi, Pardon, on en rigole, mais c'est peut-être pas évident pour vous, mais on sort jamais une fonctionnalité ou un site un vendredi. Voilà, des trucs où c'est pas des erreurs en fait. Et à chaque fois, ça a pas été fait, ça a été fait à l'écoute des gens qui utilisent en fait. Donc il y a pas d'erreur. Il peut pas y avoir d'erreur. Et toujours avec ce paradigme dont tu me parlais, qui est un peu, au lieu de tout péter, c'est d'avancer étape par étape, calculer, vérifier, contrôler, et puis pierre par pierre, quoi. Ouais, je reste persuadé que si on avait voulu l'écrire, quand je suis arrivé chez Etam, j'avais voulu écrire, là on en serait aujourd'hui, c'est juste impossible en fait. Faut trust de process, tout simplement. Faut étape par étape, mettre un premier pied dans un truc, même si t'es pas certain, tu testes, avances. Tu vois, on parlait de l'encaissement. Au début, vraiment, on s'est posé la question, putain, est-ce qu'on se lance là-dedans? Parce que si on se lance là-dedans, ça veut dire que derrière, il y a des contraintes légales, il faut savoir gérer du paiement, il faut savoir, une fois de plus, être certifié. Et de fil en aiguille, en fait, tu te rends compte que tout est surmontable, qu'on n'a pas des équipes énormes. En plus, c'est pas comme si c'était des investissements complètement démesurés par rapport aux résultats. Ça reste hyper... le ROI sur un truc comme ça est monstrueux, en fait. C'est une petite équipe qui développe ça. On a 2 devs, un à plein temps et un en part-time, on va dire. Un UX, un mec qui fait de la QA. La Digital Factory? En fait, on distingue vraiment. Il y a notre Digital Factory qui fait nos sites e-commerce et nos applis B2C. Ouais. Et on a une équipe dédiée aux applications internes. Ok, d'accord. Et c'est l'équipe dédiée aux applications internes qui est toute petite, c'est ça? Ouais. Ok. Et la Digital Factory, c'est combien de personnes? Enfin, la partie e-com et B2C? Je veux pas dire une connerie, environ 25 personnes. Ok, ouais, mais ça reste... Pour toutes les marques du groupe. Ouais, pour l'ensemble des outils que vous avez et versus le milliard. Après, t'as une DSI, etc. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Mm. Cool.
Je rentre dans une boutique Etam dans 10 ans et puis tu y es toujours parce que tu es toujours passionné par ce que tu fais. C'est quoi mon expérience? C'est quoi ton expérience? Moi, j'ai jamais été partisan de la boutique digitalisée à mort. Le principe de, je me rappelle à l'époque, on disait qu'une boutique a été digitalisée quand tu avais un iPad, quoi. Quand l'iPad était visible et qui te faisait passer des images comme sur le meuble chez ta grand-mère où tu as les photos qui défilent dans le cadre digital, là, qui était le cadeau de l'année 2002. Voilà. Moi, je suis plutôt partisan du truc où le digital est invisible. En fait, le digital, il passe par la vendeuse qui t'accompagne. Et en fait, c'est pas des trucs qui sont obvious, qui sont ultra show-off. C'est vraiment le digital pour, une fois de plus, jamais dire non, en fait. Et que tout soit d'une fluidité extrême. Et en fait, je considère que sur la partie... On a beaucoup parlé d'omnicanalité et de retail, mais aujourd'hui, le gros de ce que je fais, c'est quand même sur la partie e-commerce pur. Pour moi, le principe de nos sites e-commerce, ça doit être le même. C'est-à-dire que le fonctionnel doit être au service de la marque et du marketing. C'est pas le fonctionnel qui doit prendre le pas sur la marque. C'est pas faire de la tech pour faire de la tech. C'est pour moi la tech invisible au profit de l'humain et de la marque. Pour moi, c'est ça la clé de ce qu'on fait. Ok. C'est une belle conclusion pour cet échange. 2 secondes peut-être encore sur l'accélérateur WeDearLab. Les liens entre Etam, les apprentissages que vous avez dans des startups et que vous pouvez appliquer aux marques du groupe ou inversement, les enseignements des marques du groupe que vous pouvez conseiller aux startups, ça fait partie de tes prérogatives. Il y a un système de parrainage, je crois, non? Il y a un système de parrainage et après, ce qui est hyper intéressant, tu vois, tu as reçu We Are Jolie, c'est que il y a une fraîcheur sur plein de choses, sur une partie communication, une utilisation des réseaux sociaux, une utilisation de plein de choses où cette fraîcheur-là fait du bien à des marques qui sont... où on n'est pas du tout en retard sur ces sujets-là, mais en fait où c'est hyper important de se renouveler et d'avoir cette fraîcheur-là, ça fait du bien. Ça te remet dans des... Enfin, c'est ça que je trouve génial, c'est que des petites marques comme ça, petites, pas du tout dans le sens péjoratif, mais par rapport à un Etam qui est historique, c'est qu'elles te mettent un coup de pied au cul. Ouais. Tu te rends compte que t'as beau être beaucoup plus établi, en fait, elles font des choses bien mieux que toi aussi. Et c'est ça qui est hyper enrichissant des deux côtés, en fait. Cool. WeDearLab.com et Etam, évidemment. Qui est géré par Céline chez nous, qui est hyper intéressante aussi. Il y a combien de personnes qui sont au groupe et en transverse? Au siège, on est un peu plus de 600. Mais là, il y a des employés Etam. Marc. Dans les 600, en fait, tu as les fonctions groupe. Ouais. Donc, tu as parlé de la DSI, il y a les fonctions RH, finance, etc. Et après, tu as des équipes au sein des marques où ça comprend, les 600 comprennent toutes les équipes au sein des marques également. Oui, c'est ça. Mais et les personnes qui sont que groupe et pas marque, tu le sais ça ou pas? Je ne saurais même pas te dire comme ça la part des... Cool. Romain, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Il est disponible aussi en vidéo. Il sera disponible sur mon compte sur YouTube. Vous pouvez retrouver Romain sur LinkedIn, Romain Sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R, sur LinkedIn. Et évidemment, allez faire un tour chez Etam. Vous savez quoi, aller faire un tour en boutique Etam et demander à voir AppMag. J'allais dire aller faire un tour sur le site aussi, mais on n'a quasiment pas parlé de e-commerce finalement, mais bon, c'est passé hyper vite. Cool. Merci à toi, merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salut Romain. Ciao.